Bienvenue à toutes et tous pour cet événement co-organisé par la Convention pour la 6e République et Mediapart. Un événement qui est capté et qui sera rediffusé sur Mediapart. Nous avons 3 heures devant nous grâce à l'hospitalité de la Maison de l'Amérique latine. Je remercie toutes ces équipes et son directeur François Vitrani. 3 heures devant nous pour nous poser la question suivante. Comment sortir de la 5e République ? Il ne s'agit pas aujourd'hui de redire tous les défauts du monarchisme présidentiel français, de cet absolutisme où le vote pour un seul capte la volonté de tous. Il s'agit de se poser très concrètement la question de comment on fait pour en sortir au moment où tous les turiféraires de cette 5e République vont fêter son record de longévité dans quelques jours. La 5e République aura battu la durée de vie de la 3e République. Pour Mediapart, il allait de soi de faire cet événement avec la Convention pour la 6e République. La critique du présidentialisme français, de ce qu'il a de mortifère, ce qu'il a de dégradant, ce qu'il a de corrupteur pour notre culture démocratique, fait partie de l'acte fondateur de Mediapart. Nous avons annoncé Mediapart un dimanche, mais un dimanche 2 décembre 2007, le lancement officiel, réel du journal ayant lieu le 16 mars 2008. Nous avons choisi ce 2 décembre, évidemment en résonance avec une date funeste pour toute la culture républicaine, où le premier président de la République élu, fût-ce dans un suffrage qui n'était aucunement universel, a tué la République qu'il avait élue. Cela donnera Napoléon III, 19 ans d'empire, se terminant par une guerre qui elle-même annoncera ensuite les massacres que subiront les communards et annoncera ensuite le 19e siècle dans l'affrontement entre la France et l'Allemagne et les terribles suites guerrières, génocidaires qui en découleront. Et donc c'est un acte fondateur pour nous et anecdotiquement, nous l'avons fêté en mettant Mediapart, ses locaux, tout près de là où était la statue du député Baudin, qui sera le dernier représentant de la nation, un député démosoc, comme on disait, républicain, démocrate et social, qui mourra sur la dernière barricade du faubourg Saint-Antoine dans la résistance héroïque, mais vaine, à ce coup d'État. L'ironie fait qu'aujourd'hui, les locaux de Mediapart sont avenue Ledru-Rollin. Ledru-Rollin, qui est partout dans nos villes, n'est pas assez commenté comme un remords pour ceux qui parlent d'une république figée et qui en oublient le mouvement émancipateur que suppose sa proclamation comme république démocratique et sociale. En 1851, Ledru-Rollin est déjà en exil. Dans un exil amer, car il a sonné le tocsin après avoir été de ceux qui n'ont pas vu la nécessité d'une alliance avec les classes laborieuses pour défendre cette République. Et il publie une brochure trop oubliée, plus de présidents, plus de représentants, avant même le coup d'État. Quand il a la prescience qu'il y a la possibilité, et d'autant plus si c'est le vote, encore une fois, pour un seul, que la volonté populaire soit captée par cette élection. Et Ledru-Rollin restera dans un exil silencieux jusqu'à ce qu'il revienne quand la République sera chez elle. Il sera à nouveau député, mais de manière éphémère, et est aujourd'hui figé dans nos avenues, mais on oublie combien il fut parmi les critiques anticipateurs des risques du présidentialisme pour la France. Et donc nous allons, dans 2 tables rondes qui vont être co-animées par ma consoeur et mon confrère Hélène Salvi et Fabien Escalona, nous allons essayer de répondre à cette question, comment sortir de ce piège, et qui est surtout un piège pour toutes celles et tous ceux qui se battent pour le camp de l'égalité des droits, pour le camp de l'émancipation.
Nous allons le faire avec une première table ronde avec des constitutionnalistes, une deuxième table ronde avec des élus, des députés de la nation, parmi les forces politiques qui s'engagent de ce côté-là. Une seule manque à l'appel à cause de son agenda partisan, ce sont les Parti communiste, les élus du Parti communiste avaient un séminaire aujourd'hui qui les empêche de participer. Et donc ces deux tables rondes paritaires vont poser le problème, poser la question qui nous occupe, que va introduire dans un propos liminaire le président de la Convention pour la Sixième République, Paul Aliès, que je convie à intervenir. Peut-être avons-nous sous-estimé l'adversaire quand nous avons, il y a quelques mois, eu l'idée, avec Louis Plenel, d'organiser ce débat. En effet, il vient de l'évoquer, non seulement dans quelques jours, le 4 octobre, c'est le 65e anniversaire de la Constitution de 1958. C'est-à-dire en France, on adore, en tout cas les constitutionnalistes, adorent célébrer des anniversaires ronds, comme on dit, c'est-à-dire 60 ans, 65 ans, 70 ans, des colloques, etc. Mais en plus se greffe sur cet anniversaire endogène de la Ve République cette découverte qui n'a pas encore été faite. On pensait qu'elle le serait, que la presse bruisserait de tout cet émerveillement devant le fait que nous avons, avec le régime actuel, le régime le plus long de l'histoire constitutionnelle et politique française. C'est en février, c'est pas dans 3 jours, c'est en février. Enfin bon, peu importe. Et puis patatras, rien, ou quasiment rien. Alors si, il y a un colloque, il faut que je prenne parce que vous citez les termes, il y a un colloque le 4 octobre après-midi au Sénat, présidé par le nouveau président du Sénat, qui est né à son 5e mandat, sur le 65e anniversaire de la Constitution. Organisé beaucoup par des collègues que je ne citerai pas. Mais il y a une cérémonie, c'est indiqué aussi comme tel, il y a le colloque et la cérémonie, en hommage, je cite, aux 65 ans de la Constitution de la Ve République. Et le débat central, c'est pour aller, après je passe à autre chose, il est sur le thème, qui est un peu le nôtre, République nouvelle, renouvelée ou Nouvelle République. Et les deux acteurs principaux sont Dominique Perben et Manuel Valls. Formidable. Donc je crois qu'on a surestimé l'adversaire, effectivement. On aurait pu se passer de ce débat, parce que bon, si c'est à ce stade-là que nous devons débattre, sans mépris aucun. Hein. Enfin, on a déjà tout entendu et tout vu de ces protagonistes, et donc ça n'est pas vraiment le sujet auquel nous attendions. Du coup, l'occasion nous est donnée de revenir sur cette question de la Sixième République, parce que nous étions là, enfin nous, quand je dis nous, c'est la C6R, enfin bref, pour le meilleur et pour le pire. Il y en avait d'ailleurs des membres qui sont sur ces bancs, il y a 21 ans. Donc on est passé d'un stade où la Sixième République était illégitime, même dans les partis de gauche, ce n'était pas un sujet, à un stade où le président virtuel de cette gauche, telle qu'elle est, la NUPES, est pour une Sixième République. Et entre-temps, ou entre les deux, il y a beaucoup d'acteurs politiques, etc., de partis, qui se sont prononcés pour une Sixième République. C'est quand même nouveau. Bien, ceci étant, il y a toujours des inconvénients. Et la Sixième République est devenue un mot valise, un peu fétiche, associé qu'il est à la Constituante, une assemblée constituante qui en accoucherait. Mais quand il y a des mobilisations concrètes, comme les retraites, où le peuple devient savant, le 49.3, tout le monde sait aujourd'hui que ça n'est pas un calibre, mais que c'est un article fatal pour la démocratie. Eh bien, la Sixième République n'est même pas mentionnée comme un horizon possible d'issue de ce blocage qui est effectivement bien constitutionnel. L'article 49.3, il y en a plein d'autres. C'est l'occasion, effectivement, de faire du tam-tam, si je puis dire, sur ce sujet. D'ailleurs, certains ou certaines l'ont évoqué avant moi, avant ce soir. Voilà, alors le problème, il est que nous ne savons pas comment les acteurs principaux, politiques, je veux dire, pensent pouvoir passer à droit constant, car en ce qui nous concerne, nous n'attendons pas un grand soir pour cadrer la Sixième République. Or, quand je disais mot fétiche,
et aussi la constituante comme un moyen de passage à la 6e République, dont on ne sait pas trop, même s'il y a eu des réflexions là-dessus, des écrits sur de qui elle serait composée, par quelle procédure. Est-ce que le Chili n'a pas à nous parler à ce sujet ? C'était une procédure très très proche de celle que la France insoumise, la NUPES aujourd'hui, qui a retenu l'essentiel de ces points de contribution de la France insoumise dans le programme de la NUPES. Tout ça figure. Mais c'est un peu comme autrefois dans le vieux mouvement ouvrier. Il y a les dimanches soirs, les soirs de fête, où on évoque le programme Maximum, dont là, avant c'était le socialisme, maintenant c'est la 6e République. Et puis on revient le lundi matin, toute la semaine, quand on se coltine la dure réalité. Alors on ne sait plus du tout à quoi sert le programme Maximum. On en parle, ça réjouit tout le monde le dimanche, mais le lundi matin, le vendredi, ça déçoit beaucoup de monde. On ne sait plus à quoi ça sert. Alors voilà. Donc si on doit continuer, enfin, en ce qui concerne les associations absolument indépendantes de tout parti, hommes politiques, femmes politiques et autres factions. Si on doit continuer, il faut savoir comment on va y passer un jour. Étant entendu que les modes de passage sont à droit constant, encore une fois, car le droit constitutionnel fourmille de débats, de discussions sur l'article 11, est-ce qu'on peut l'utiliser, pas l'utiliser, etc. C'est plein, les religions sont surabondants à ce sujet. Mais comment on utilise ce droit réel, est-ce qu'on veut vraiment y passer, et s'il y a d'autres procédés que ceux de l'application de certaines traditions, de certains articles de la Constitution, qu'on nous le dise, étant entendu qu'il y a des articles de la Constitution qui peuvent très bien s'associer à de la démocratie participative, à de nouvelles pratiques délibératives pour accoucher d'une nouvelle Constitution. Voilà le sujet, je crois, de ce soir, en tout cas, tel que nous l'avons envisagé. Merci Paul Aliès. J'invite donc Hélène Salvi et Fabien Escalona à commencer les réjouissances. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être parmi nous à la Maison de l'Amérique latine. On va commencer tout de suite et entrer dans le vif du sujet. D'abord en présentant les invités de notre première table ronde qui sont tous juristes, constitutionnalistes. Je vais commencer par Bastien François. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonsoir, merci d'être avec nous. À côté de vous, Laureline Fontaine. Vous êtes professeur de droit public à l'université Sorbonne Nouvelle et vous venez de publier, il n'y a pas si longtemps, un livre sur le Conseil constitutionnel. Et c'est gros problème, pour résumer. Je vous le conseille, c'est très très bien. À côté de vous, bonsoir, Véronique Champaille-Desplat. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Nanterre. Et à côté de vous, pour finir, monsieur Dominique Rousseau, vous êtes professeur émérite de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous l'avez compris, notre présupposé, c'est donc la logique délétère de la Ve République et la nécessité d'en sortir par le haut sur le plan démocratique. On est aujourd'hui dans une situation effectivement d'anniversaire et une situation aussi particulière, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, où il est assez clair que nous avons un Parlement sans majorité et des 49.3 à répétition et visiblement un spectre de révision constitutionnelle à venir. Ça, c'est pour poser le contexte politique actuel. La question qu'on voulait vous poser d'entrée et à laquelle sans doute Manuel Valls et Dominique Perben répondront en temps et en heure, mais d'abord on va vous la poser à vous. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'on peut faire, finalement, en changeant la constitution actuelle de l'intérieur, ou faut-il nécessairement changer de constitution? Autrement dit, faut-il changer la Constitution ou faut-il changer de Constitution? La première personne qui veut répondre à cette épineuse question est invitée à se saisir du micro. Moi, je suis politiste. C'est peut-être pour ça que je prends plus facilement le micro, parce que je me sens moins tenu par des formes de rigueur constitutionnelle.
Non, mais je partirais des remarques de Paul Eliès, c'est-à-dire qu'il racontait tout à l'heure combien ça faisait un bout de temps qu'on était sur ce chantier. La C6R, c'est 2001, je crois. Donc ça fait quand même vraiment un bout de temps. Et ce qu'il me semble très important de dire pour commencer, c'est que depuis, disons, 20-25 ans, pour moi, la question se pose très différemment. Par exemple, j'ai écrit un livre en 2005 avec Arnaud Montebourg, où on avait écrit de façon un peu prétentieuse, mais on s'était dit que ça allait jouer dans le débat public. Bon, en fait, pas beaucoup, ou quasiment pas du tout. On avait écrit une constitution. Bon. Et puis on m'a demandé, il n'y a pas très très longtemps, enfin, est-ce qu'on peut publier en poche? J'ai dit surtout pas. C'est vraiment affreux ce qu'on a écrit. J'ai dit c'est saut 20e siècle. Enfin, j'ai écrit un truc vraiment vieux, quoi. Je crois qu'il y a deux choses qui ont vraiment beaucoup changé dans notre façon de réfléchir sur les institutions. D'abord, aujourd'hui, on ne peut pas poser la question indépendamment de quelle constitution pour l'Anthropocène. Ça me semble être extrêmement important. Alors, ce n'est pas simplement des questions de normes dans la Constitution, c'est peut-être aussi, bien sûr, des institutions nouvelles, totalement nouvelles, qu'on aurait inventées à partir de rien. Par exemple, avec quelques camarades, on a proposé une nouvelle chambre parlementaire en charge exclusivement du long terme. Bon. Mais c'est aussi plus largement... comment est-ce qu'on fait politiquement, qui sont des questions politiques très importantes, qui peuvent avoir une traduction institutionnelle. C'est-à-dire les bifurcations, on est face à des bifurcations nécessaires et vitales. Comment on y arrive sans que ça parte d'en haut? Comment c'est possible de changer une société voilà, parce que on a un enjeu, personne ne l'a jamais affronté dans le monde. Jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais dit aux gens, vous avez 40 ans pour changer de société, ou peut-être moins, de mode de consommation, de production, de façon de se déplacer, enfin tout. Bon. Donc là, on a un vrai problème, c'est-à-dire comment on construit des façons de décider efficaces qui construisent des formes de consensus, en tout cas d'acceptabilité, etc. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu à mettre dans le débat qui n'était pas du tout il y a 21 ans, au moment de la création de la C6R. Il y a une autre dimension, c'est que je crois, il y en a deux, donc je vais finir par celle-là, c'est qu'on réfléchissait beaucoup en termes d'équilibre des pouvoirs, même de séparation des pouvoirs, etc. Bon, je crois qu'aujourd'hui, en d'autres termes, on réfléchissait de façon très très classique. Bon, je crois qu'aujourd'hui, la question, elle est moins une question constitutionnelle qu'une question démocratique. La façon dont on décide des politiques publiques, la façon dont on les fabrique, la façon dont on les met en œuvre. Dans une société, on commence à peine à mesurer ça, mais qui n'a plus rien à voir avec vraiment rien à voir avec celle de 58. Où voilà, il y avait 180 000 étudiants en 58, il y en a 3 millions aujourd'hui, très éduqués, avec un accès à beaucoup d'informations, avec plein d'outils à disposition pour construire des débats, discuter, etc. Bon, avec un rapport à l'autorité qui n'est plus du tout le même, un rapport au consentement, même à la décision qui n'est plus du tout le même. Il suffit d'avoir des enfants pour le voir, d'avoir des étudiants pour le voir, etc. Donc on est dans une autre société, et donc la question constitutionnelle, oui, bien sûr, elle est importante, mais il faut d'abord faire une démocratie adaptée à cette société-là. Et les deux, la question de l'Anthropocène, ou disons de la transition écolo, et la question de la démocratie, c'est ça, à mon avis, c'est ça l'enjeu qu'il y a derrière 6ème République aujourd'hui. Bon. Et donc ça veut dire, oui, il faut changer 2 constitutions, parce qu'il ne suffira pas de changer, de modifier à l'intérieur. Mais en même temps, il faut dire que le chemin pour changer de constitution doit prendre en charge l'ensemble des enjeux dont j'ai parlé, sinon, en fait, on n'aboutira à rien d'important. Peut-être qu'on va suivre dans l'ordre, comme ça permettra d'alterner les prises de parole, Laureline Fontaine. Donc évidemment, vous pouvez réagir aux propos des uns et des autres avec ce fil rouge sur à quel niveau on place le curseur du changement à l'intérieur du cadre ou avec un nouveau cadre. Alors, faut-il changer la Constitution ou 2 constitutions ? Je vais commencer par dire que ça dépend de ce qu'on veut faire. Et ça dépend donc des critiques que l'on porte, qui sont portées sur la Constitution actuelle, sur le système actuel. Ce qui suppose aussi de savoir si il existe dans la société un mouvement suffisamment puissant pour impulser ce changement. Et ça, je crois qu'on ne peut pas passer à côté de ça, indépendamment de toute technique juridique. Si ce mouvement n'existe pas, on pourra changer de constitution, mais je ne crois pas que ça changera grand-chose. Si on prend simplement, justement, l'exemple de la Constitution de 1958,
qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 préalables lorsqu'on change de constitution. Le préalable, c'est que dans la classe politique et dans le corps social et politique, il y a globalement l'idée acquise que les institutions de la 3e et de la 4e sont inefficaces pour régler les problèmes qui se posent à l'exercice du pouvoir français. Et la deuxième idée, qui est aussi nécessaire et qui, je pense, aussi nous importe par rapport aux forces politiques qui peuvent impulser le mouvement, c'est qu'il existe aussi, même s'il y a des contestations, mais il ne faut pas chercher l'unanimité, c'est qu'il y a une croyance dans le fait que le général de Gaulle et son équipe pourront efficacement changer les institutions. Si ça n'existe pas, au départ, on peut changer formellement la Constitution, mais on a toutes les chances que ça ne fonctionne pas, que ça ne réussisse pas. Donc ces 2 préalables sont absolument vraiment indispensables, et ensuite on va leur donner les moyens du droit. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, ce qui est plutôt reproché aujourd'hui à la Constitution de la Ve République, ou de 1958, c'est, sur le plan institutionnel, la capacité continue du pouvoir exécutif, et singulièrement du chef de l'État, à étendre ses pouvoirs. Hein, c'est vraiment une histoire de l'extension continue du pouvoir exécutif, et notamment des pouvoirs du chef de l'État, qui entraîne évidemment une faiblesse démocratique. Bon. Donc, si, déjà, sur ce point-là, on veut changer quelque chose, eh bien forcément, il faut changer de constitution, parce qu'il faut modifier complètement l'équilibre des institutions. Donc, on ne va pas faire de bricolage institutionnel, parce qu'en fait, ça implique de repenser l'ensemble des mécanismes de manière systémique. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, si on reproche le trop de pouvoir exécutif qui entraîne une faiblesse démocratique, ça implique qu'on doive changer de constitution. Et puis, il y a un autre aspect, où je rejoins Bastien François, qui est peut-être un petit peu plus délicat à saisir, c'est la question de ce qu'on fait sociétalement avec une constitution. Il y a régulièrement des invitations à changer la Constitution, ici constitutionnaliser l'avortement, ici prendre mieux en compte la question environnementale, etc. Et là c'est plus délicat. Parce que, et on parlait tout à l'heure de l'expérience du Chili, une constitution, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que si le changement n'est pas là avant, le changement précède toujours la Constitution. Et la Constitution est la formalisation de quelque chose qui a déjà changé. Donc s'il n'est pas acquis véritablement que tel ou tel principe fonde la société, on peut les inscrire dans la Constitution, ça ne fonctionnera pas. Alors, je dis, en tout cas, c'est l'histoire pour le moment qui nous apprend cela. Donc, au-delà des mécanismes, voilà, c'est un mouvement que, et tout à l'heure avec Bastien François, il disait qu'il en avait un petit peu marre de parler de la 6e République depuis le temps. Je dis, mais oui, mais c'est un travail au long cours. Évidemment, c'est un travail au long cours. C'est-à-dire que soit et je pense que pour l'instant, ça n'est pas dans cette optique-là que vous vous situez, soit on attend une sorte de révolution, mais pas au sens violent du terme, au sens de mouvement rapide, qui va en quelque sorte imposer de lui-même un changement, soit le changement, il s'opère en effet en profondeur. Et là, ce sont des forces agissantes que le juriste ne maîtrise pas. On va continuer le tour de table. Vous avez un micro avec, pour l'instant, deux réponses positives. Il faut changer de constitution, avec notamment cet argument que je retiens, qui est que si on veut toucher au cœur du problème, en fait, du coup, ça touche à l'équilibre de toute la Constitution. Et donc, voilà, on ne pourra pas changer une seule disposition. Ça exige, en fait, que les autres suivent derrière. Oui, merci. Alors, bon, je n'apporterai pas de voix dissonante. Peut-être des arguments complémentaires. Bon, la 5e République a déjà fait l'objet de plusieurs révisions, avec au moins pour les 2 dernières, parmi les plus importantes, toujours une optique semblable qui était de vouloir rééquilibrer les institutions, redonner plus de pouvoir aux citoyens, donner plus de pouvoir au Parlement. Et je crois que, bon, il y a des parlementaires ici, je crois qu'on n'y est pas complètement arrivé. Et donc, bon, il me semble que
voilà, cette mise en perspective historique des changements institutionnels au sein même de la Ve République font qu'aujourd'hui, on peut dresser un constat de saturation ou d'impossibilité de changement en profondeur. Alors après, s'il faut faire plaisir à certains en disant on va encore changer, en changeant vraiment les équilibres, mais en l'appelant toujours 5e, parce qu'il faut l'appeler 5e, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à cette hypocrisie, ou ce compromis, disons. Mais bon, voilà, ça serait vraiment qu'un changement de façade. Mais bon, donc je pense qu'il faut assumer les choix. Et il me semble que voilà, le changement en profondeur ne peut se faire qu'à l'extérieur, qu'avec une nouvelle constitution. Et à cet autre argument, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Il y en a un autre qui n'a peut-être pas été évoqué, mais dans les changements en profondeur, c'est celui aussi de la formation des élites de l'État. Que donnera la transformation de l'ENA en INSP, je ne sais pas, sans doute. Voilà, c'est vraiment trop tôt pour le savoir, mais je pense que la jeune génération sont aussi sensibles, quelle que soit leur origine sociale, sans effacer une dose de reproduction qui est bien connue. Et je pense qu'il y a peut-être aussi dans la formation des jeunes générations, des jeunes élites, de nouvelles attentes et de nouveaux rapports au processus de décision. Et aussi à l'écologie. L'année dernière, c'était un thème central de la formation de l'INSP. Donc, il y a aussi cet élément à prendre en considération dans la préparation au changement, c'est-à-dire l'élément de la formation des élites. Je ne parle pas pour le moment du peuple révolutionnaire, on en reparlera après, ou en tout cas des mouvements citoyens qui font aussi partie du contexte, parce que par rapport à il y a 20 ans, il y avait des mouvements citoyens, mais qui n'ont pas pris la même visibilité que les mouvements qui ont pu naître, pour ne pas remonter trop loin dans le temps, depuis les Gilets jaunes, disons. Dominique Rousseau. Alors, sur la question, faut-il changer la Constitution ou deux constitutions? Alors, c'est évidemment un sujet classique qu'on donne assez régulièrement aux étudiants. Et donc, je me trouve maintenant dans la position de l'étudiant qui va répondre aux questions que je donne d'habitude. Et on peut relativiser quand même cette question, parce que j'ai certains de mes collègues qui considèrent que la Ve République n'est qu'une révision de la Quatrième République, puisque la loi du 3 juin 1958 ne fait que modifier l'article 90 de la Quatrième République qui permettait de changer de la Constitution. Donc, pour certains, on est toujours sous la Quatrième République. Parenthèse fermée, je crois qu'il est tout seul à soutenir cette thèse, mais cette thèse existe dans le débat. Pourquoi je dis qu'il faut relativiser? Parce que en changeant la Constitution, on peut changer deux constitutions. Si vous prenez, par exemple, la révision de 1962, même si la pratique du général de Gaulle, parce que j'étais le général de Gaulle, je ne reviens pas, était déjà présidentialiste, la révision de 1962 nous a fait changer deux constitutions. Et alors, par exemple, Maurice Duverger a dit d'ailleurs que la véritable naissance de la Ve République, c'est pas 58, mais 1962. Donc, il faudra revenir, Paul, pour un nouvel anniversaire plus tard. Quand il y a eu la révision de 2008 sur la question prioritaire de constitutionnalité qui donne aux justiciables la possibilité de saisir par le filtre le Conseil constitutionnel, on a un peu changé deux constitutions dans la mesure où ça a permis, ce que certains dénoncent d'ailleurs, un gouvernement des juges et non plus un gouvernement des élus, puisque désormais, il ne suffit pas que la loi soit votée pour qu'elle soit à la volonté générale, il faut encore que le Conseil mette son tampon ou ne le mette pas. Et donc, on a eu des révisions. Je pourrais penser celle de 2003, qui est moins importante, mais qui a indiqué que la République n'est pas unitaire, elle est décentralisée. Bon, donc, est-ce que la Constitution est toujours unitaire ou décentralisée? Est-ce que décentralisée, c'est la porte ouverte à une organisation régionaliste ou fédérale de la France? Autrement dit, en changeant la Constitution, on peut changer deux constitutions. Ceci dit,
Pour ce qui me concerne, et dans la lignée, donc je suis désolé de ce qui vient d'être dit, au point où on en est, je suis favorable à un changement de constitution. Parce que ce qu'on a fait, 62, 2008, 74, 2003, on a une constitution qui est illisible. Qui est illisible. Est-ce qu'elle est unitaire ou fédérale? Est-ce qu'elle est parlementaire? Alors oui, sous Jospin de 97 à 2002, non depuis. Donc bon, on ne sait plus tellement où on en est. Mais surtout, je crois que une constitution pour être, pour fonctionner entre guillemets, doit être connectée avec l'esprit du temps. Or, notre Constitution repose sur un principe qui est que les représentants doivent avoir le monopole de la fabrication des lois. Bon. Vous aurez beau diminuer les pouvoirs du président, supprimer l'élection populaire du chef de l'État, ajouter un peu de pouvoir pour le Parlement, supprimer ou modifier le Sénat, vous ne ferez que du bricolage qui est de redistribuer le pouvoir entre des organes qui l'ont déjà. Si on change de constitution, c'est parce que l'ère du temps aura imposé qu'on abandonne le principe selon lequel, le peuple ne peut vouloir et agir que par ses représentants, et qu'on fasse vivre dans la Constitution le principe de la compétence normative des citoyens, c'est-à-dire que notre Constitution repose sur le principe selon lequel les élus n'ont plus le monopole de la fabrication des lois, mais cette fabrication doit être au moins partagée, je dis au moins partagée, avec les citoyens. D'où, alors, est-ce que ça passe par une autre Constitution ou par celle-là? On peut en discuter. Moi, je pense qu'il faut une autre Constitution qui affirme, et j'arrête, qui affirme par exemple que l'initiative des lois appartient aux citoyens. L'initiative des lois appartient, on peut dire concurremment, aux parlementaires et au gouvernement, mais aussi aux citoyens. Ce qui me paraît important, si on veut changer de constitution, c'est de mettre en œuvre le principe qui émerge déjà depuis plusieurs années maintenant, qui est la volonté du peuple de participer, d'être associé à la fabrication des lois. Si on n'a pas ce principe-là pour animer une future constitution, on aura fait un bricolage supplémentaire, mais on n'aura pas changé le fond, qui est aujourd'hui que toutes nos constitutions reposent sur ce fameux monopole pour les élus. Alors, merci tous les quatre. Vous avez apporté de manière complémentaire des arguments pour défendre un changement significatif qui passe, qui va plus loin en tout cas que des révisions partielles. C'est intéressant parce qu'avant d'organiser ce panel, à vrai dire, on avait un peu peur d'un débat qui devienne trop vite technicien. Et ce qui est intéressant, c'est que tous, vous avez mis en avant ce qui doit surgir d'abord de la société, ce qui doit correspondre à l'ère du temps et ainsi de suite. Et il y avait une autre question toujours dans cet esprit-là qui nous est apparu, à savoir que les changements de régime qu'on a connus en France, ils ont été nombreux, mais si on s'arrête même au plus récent et à l'ère républicaine, c'est quand même des changements qui ont eu lieu dans des moments de drame historique. 58, la guerre d'Algérie, la 4e à l'issue d'une guerre, d'une France occupée, et je vais pas refaire toute la liste. Donc une autre question qu'on avait était celle-ci. Est-ce que, au fond, vous pensez possible, en tant que juriste, des voies de changement constitutionnel sans qu'on revive 1958 ou 1940 pour un changement constitutionnel en temps de paix, si j'ose dire. Est-ce que ça, vous le sentez possible? Et si oui, à ce moment-là, peut-être que là, on peut rentrer un peu plus dans le détail de la technique. Du coup, par quelle voie, en sachant qu'il n'y aura peut-être pas cette conjonction de circonstances extraordinaires, quoi. Peut-être, je sais pas, où je commence avec vous pour changer un peu l'ordre. Véronique Champagne-Desplats, qui vous avez évoqué à la fois les élites administratives et le peuple révolutionnaire. On sent bien là qu'il y a une petite dialectique qui se cherche, quoi. Évidemment, j'ose espérer que des contextes de paix, on va dire, rendent possible des changements de constitution et une réflexion constitutionnelle. Et je pense que
l'élément central de ces périodes, c'est de pouvoir donner du temps, en fait, du temps à la réflexion, puisque quand les constitutions ont été changées dans les périodes de crise diverses d'un point de vue politique, eh bien, elles ont toutes été changées dans des laps de temps très très rapides. Je crois que le plus, c'est, je parle sous le contrôle de mes collègues, mais il y avait eu une constitution en 10 jours, c'est ça, à l'époque révolutionnaire. Donc voilà. 58, et en 58, c'était l'été 58. Mais donc la chance, c'est de pouvoir se donner le temps, et avec ce temps, justement, je peux faire un lien avec les moyens. C'est que, à mon sens, ce changement devra nécessairement associer les citoyens sous différentes formes à penser, et ne se faire qu'avec le consentement, l'aval et la participation des citoyens. Et donc pour cela, il faut également du temps pour penser les institutions, les conventions citoyennes éventuellement. J'ai quelques propositions plus tard, quand on reviendra. Donc il faut du temps pour mettre ça en place. Et donc les temps de paix ou de calme, on va dire, le permettent. Alors après, temps de calme, il est quand même relatif si on prend si on prend au sérieux la notion d'urgence écologique, mais aussi les relations internationales qui sont quand même pas très calmes partout. On sent bien qu'on est aussi dans un moment de tension qui rend sans doute plus vif la nécessité de réfléchir très rapidement à l'éventualité de ce changement. Donc, pour terminer, pour moi, le principe général de ce changement, c'est effectivement l'association et la participation des citoyens au processus, je dirais de part en part, à la fois sur la volonté de s'y engager, sur la participation même au projet, et enfin sur le vote final, évidemment, qui pourrait être organisé. Je ne rentre pas pour le moment plus en détail. Merci beaucoup. Bastien François, la même question peut-être. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Je vais partir de ce qu'a dit tout à l'heure, en résumant très très brièvement ma voisine. Si je me trompe, tu me dis. Elle a dit deux choses qui me semblent absolument importantes. Un, il n'y a pas de nouvelle constitution sans un mouvement au préalable qui amène. Et deux, sans ce mouvement, la nouvelle constitution ne change rien. Bon. Donc l'enjeu politique, il n'est pas constitutionnel. Hein. L'enjeu politique, c'est de mettre la société en mouvement. Et donc, ça veut dire de construire ce débat, cette participation. Et, je veux dire, proposer aux Français et aux Françaises de discuter et leur donner des instruments de cette discussion. On dispose de plein d'instruments aujourd'hui, franchement. C'est très facile de construire du débat public dans ce pays. Il y a des outils, il y a des méthodologies, etc. Bon, regardez, le grand débat qu'avait fait Emmanuel Macron, c'était de la com, mais il y avait une note qui a été refusée par le gouvernement de la CNDP. Si vous relisez cette note, on la trouve en ligne, vous avez une méthodologie qui est parfaite. Parfaite pour organiser un grand débat national. On peut l'améliorer, on peut l'ouvrir, on peut prendre d'autres formes, on peut créer ici ou là des conventions citoyennes, des conférences de consensus, on peut faire plein de trucs, il y a énormément d'outils. Donc je crois que l'enjeu majeur politique qui suivra nécessairement, parce qu'il n'y a pas d'autre, là c'est un aspect constitutionnel, mais qui est politico-constitutionnel, qui suivra nécessairement une victoire à la présidentielle et une victoire aux législatives derrière, parce que ça doit être porté politiquement, bon, avec un président ou une présidente et une majorité pour ça, qui met en place des moyens. Il n'y a pas du tout besoin de problème, il n'y a pas de problème constitutionnel nulle part là pour le moment. Hein, bon, et vous mettez en mouvement. Bon, et on a des exemples de ça quand même. Alors c'était pas mis en mouvement, mais rappelez-vous, enfin, en tout cas, il y a quelques-uns très jeunes qui l'ont pas connu, mais le débat de 2005 sur la Constitution européenne. C'était un texte absolument incompréhensible, pour le commun des mortels en tout cas, bon, plus d'une centaine de pages, et tout le monde discutait de ça. Bon, moi, je suis allé, c'était il y a quelques années en Tunisie,
où au moment de la processus de révision constitutionnelle, tout le monde discutait, le chauffeur de taxi, etc., tout le monde discutait. D'ailleurs, quand vous étiez constitutionnaliste en Tunisie à l'époque, vraiment, vous étiez une star. Hein, bon. Donc, je veux dire, je crois qu'on n'a jamais proposé ça aux Français. On l'a jamais proposé vraiment. On discute ensemble pendant 1 an. Allez hop, on met en place des dispositifs. Après, il va falloir atterrir, c'est sûr. Il faudra atterrir sur de la décision. Là, on attend de voir. Si le mouvement prend, ça sera difficile aux politiques de résister. On pourra même éventuellement passer par l'article 89. Non, mais s'il prend vraiment, et moi je crois qu'il peut prendre vraiment. Parce que si vous demandez vraiment aux gens, en les assurant, à la suite d'une élection gagnée là-dessus, c'est ça qui est très important, à la suite d'une élection gagnée par-dessus, des débouchés voilà, c'est ça ce mouvement. Sans ce mouvement, ça ne sert à rien. Même nos discussions ne servent à rien sans ce mouvement-là. Précisément, vous amenez très bien l'objet de notre autre question. On tournait un peu autour de ça avec Fabien, c'est-à-dire du cadre actuel. C'est-à-dire, vous parlez d'un mouvement de société nécessaire et s'il est puissant, si je vous entends bien, possiblement... pouvant faire la bascule auprès des politiques. La question qu'on se posait, nous, c'était comment on peut s'assurer d'un véritable changement constitutionnel alors qu'il déposséderait celui qui est capable de l'initier. En clair, comment changer de constitution dans le cadre actuel avec des personnes potentiellement au pouvoir qui n'auraient pas franchement de nécessité ou en tout cas d'avantage à la changer. Peut-être Laureline Fontaine. Alors, je vais répondre à cette question, mais j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Bastien François. C'est que la volonté, créer un mouvement pour changer de constitution est aujourd'hui un peu amputée par quelque chose qui est assez important, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans la Constitution. Et c'est tout à fait normal. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on fait ce qu'on veut avec la Constitution. Au sens, normalement, si on la lit, il y a des limites, il y a des contre-pouvoirs. Et que constate-t-on ? Eh bien, c'est que certains pouvoirs s'affranchissent aisément, sans obstacle réel, on a bien vu ce qui s'est passé, s'affranchissent aisément de ces limites et de ces contre-pouvoirs. Et on a eu beau être plusieurs à dire, n'est-ce pas Véronique, oui, le Conseil peut censurer la réforme sur les retraites, il a les moyens, etc. Mais bien sûr, mais bien sûr que non, il ne l'a pas fait. Et bien sûr que non. Mais les juristes n'étaient pas d'accord non plus là-dessus. C'est vrai. Pas juste oui, mais ça, c'est le problème de confier un débat à des experts. Je sais de quoi je parle. Mais c'est la même chose. Les politiques non plus, les parlementaires ne se sont pas suffisamment et correctement opposés aussi à ce qui s'est passé au départ, rien que sur la procédure. Il y avait des moyens de s'y opposer et pris dans le jeu politique. Voilà, ça va vite. Et donc, du coup... Et donc, beaucoup de citoyens ont une image, ils sont un peu résignés. De toute façon, on peut faire ce qu'on veut avec une constitution. Et beaucoup de juristes aussi sont là pour dire, de toute façon, c'est une question d'interprétation. On n'est pas tous d'accord entre nous. Donc, finalement, en quoi est-ce qu'une nouvelle constitution va changer quelque chose si, de toute façon, on peut l'interpréter et la mettre de notre côté. Bon. Donc... je pense qu'il y a du travail pour restaurer la confiance, ou plutôt pour restaurer l'idée que la règle, poser une règle, ça a une vertu. Mais il faut pour cela que les gens croient dans le bienfait de la règle. C'est bien de poser des limites, c'est bien de poser des règles, et donc ça suppose, quand on est investi du pouvoir par cette règle, de la respecter. Effectivement, c'est ce que j'appelle l'éthique de la fonction gouvernante. Si on n'a pas cette éthique-là, eh bien, effectivement, on fait ce qu'on veut de la Constitution. Donc, j'allais dire, c'est un jeu à double bande. Il faut d'un côté développer cette culture-là chez le politique, qu'il soit actuel ou futur, et il faut développer chez le citoyen la croyance que une constitution, ça a vraiment une fonction qui est de limiter les pouvoirs et que ça a en plus cette fonction critique qui est qu'on peut regarder
dans la Constitution comment doit s'exercer le pouvoir et observer et comparer avec la pratique et dire non, là ça ne va pas, et donc activer des moyens, des contre-pouvoirs pour enrayer cet affranchissement, ce dépassement des limites. Donc, à partir de là, pour moi, c'est encore une fois, c'est un préalable. Pour le coup, ça relève pour moi du droit constitutionnel en tant qu'il s'agit d'une science, justement, de l'organisation. Bon. Et ça suppose un certain nombre de conditions. Alors ensuite, est-ce qu'on peut passer par les voies actuelles de la Constitution pour changer de Constitution? Eh ben, tout dépendra de la volonté des uns et des autres. Bien sûr que c'est possible. Alors c'est 58. 89, on révise la Constitution, on fait une loi constitutionnelle. Alors évidemment, il faut passer par le média présidentiel, c'est-à-dire qu'il peut choisir de mettre la décision, de donner la décision au Congrès plutôt qu'au référendum. Donc, le Congrès, on rappelle, c'est alors le Congrès, c'est les deux assemblées réunies. Et pour que la révision soit adoptée, pour que la loi constitutionnelle soit adoptée, il faut que les 3/5 de l'ensemble des parlementaires votent en faveur de cette loi. Si on a 3/5 des parlementaires qui votent en faveur de cette loi, voilà, la loi éventuellement convoque une assemblée constituante ou un processus, peu importe, ça, tous les champs sont possibles, mais ça n'est possible qu'à partir du moment où on a 3/5 des parlementaires qui sont d'accord pour faire ça. Et je crois qu'il y a encore un peu de travail, il semblerait, de ce côté-là. Après, le président peut choisir de laisser aller la révision jusqu'au référendum, ce qui va emporter un débat public dont on connaît aussi les problèmes avec le pluralisme de la presse, avec l'argent qui est mis pour faire des campagnes, etc. C'est toujours problématique, on l'a bien vu au Chili. Mais voilà, ça reste possible avec beaucoup de conditions. Alors, ça, c'est des questions qu'on va creuser. Dominique Rousseau, je vous passe la parole à la fois pour réagir à ce qu'ont dit vos collègues, et puis en reprenant la question d'Hélène, parce que j'ai vu que dans le public aussi, ça réagissait, où les gens se disent « Ah, bah ouais, mais en tout cas, les élites politiques qui ont la majorité dans les assemblées, et a fortiori l'exécutif, en fait, ils sont plutôt bien servis par la 5e. La 5e, vous l'avez dit vous-même, elle permet à l'exécutif tellement de concentrer de pouvoir que c'est quand même difficile de dire « Je vais initier le mouvement qui va me déposséder », en quelque sorte. Oui, la question que vous avez posée, celle des moyens, là, on la pose un peu à froid. Or, le moyen qui sera éventuellement utilisé dépendra des circonstances politiques, des conditions dans lesquelles on sera arrivé à « il faut changer là où il faut changer de constitution ». Or, vous l'avez rappelé, si on prend l'histoire française, ou si on regarde à l'étranger, aucune refondation, aucun changement de constitution ne s'est fait à froid. Vous avez rappelé 1958, mais tout à l'heure on parlait de 1870. C'est après une défaite militaire qu'on fait une nouvelle constitution, évidemment 1789, évidemment 1830. Si vous prenez lorsqu'il y a eu la chute des colonels grecs en 1974, on fait une nouvelle constitution parce que les colonels grecs tombent. Franco s'en va, on fait une nouvelle constitution. Salazar, Caetano s'en va, on fait une nouvelle constitution. Donc au Chili, voilà. Au Chili, mouvement social important qui oblige le président de la République à organiser un référendum. Est-ce que vous voulez changer la Constitution en référendum? Oui, et puis on élit une assemblée constituante est désignée. Donc, ce qui n'était pas nécessairement prévu. Donc, c'est le contexte, politique qui va conduire à mettre en valeur tel ou tel moyen plutôt que tel autre. Est-ce que nous sommes à la veille d'une prise de parole de Lamartine à l'Hôtel de Ville disant il faut changer de République et allons-y, il faut élire une assemblée constituante. Bon, moi je ne suis pas politiste à la différence de mon camarade, donc je n'ai pas les moyens de saisir quel est l'état actuel de la société. Est-ce que nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire? Est-ce que nous sommes dans une situation révolutionnaire? Je n'en sais rien. Parmi les moyens, alors là on a discuté des moyens, article 89. Peut-être
faudrait-il aussi, comment dire, y compris en tant que constitutionnaliste, on peut aussi faire preuve d'imagination de temps en temps, imaginer en amont, avant. C'est-à-dire là, on a parlé, c'est le président de la République qui déposerait un projet de révision constitutionnelle, il faudrait que l'Assemblée soit, etc. etc. Bon, comment ? Les parlementaires peuvent le faire, mais les citoyens peuvent aussi le faire. C'est-à-dire, il y a une convention pour la démocratie, une convention citoyenne pour la démocratie, je crois, qui est une pétition qui a été lancée et qui demande justement que soit réunie une convention citoyenne pour la démocratie et qui, énonce plusieurs étapes, notamment celle d'un grand débat dans tout le pays sur est-ce qu'il faut réviser ou changer, sur quel point, etc. Donc, je pense que la question constitutionnelle, soit on reste bloqué sur le 89, ou on en parle tellement, sur le 89 donc, ou le 11, soit... Juste, pardon, rappeler l'article 11 peut-être, ce que c'est par différence avec l'article 89. L'article 11, c'est la possibilité pour le président de la République de faire un référendum sans passer par la case parlementaire, en gros. Hein, et donc de faire un référendum direct, soit sur l'organisation des pouvoirs publics, soit sur la politique économique, sociale, environnementale et des services publics qui y concourent. Bon, voilà. Alors que l'article 89, lui, impose justement le passage préalable par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Mais, tout dépendra de ce qui sera passé en amont. Depuis le début, chacun de nous dit il faut que la société se mobilise, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est précisément par la mobilisation de la société. Est-ce qu'effectivement il y a dans la société aujourd'hui un mouvement, comme il y a eu au Chili en 2018 ou 2019, est-ce qu'il y a un mouvement qui emporte, et à ce moment-là, la question du 89 ou du 11 ne se posera plus, si la société a impulsé elle-même une convention, je ne sais pas si les pétitions est signée, a obtenu le nombre suffisant de signatures pour être prise en charge par le Conseil économique et social, mais en tous les cas, il y a cette possibilité. Hein. On peut aussi, sur le modèle chilien, d'une certaine manière, on pourrait aussi, mais là aussi ça repose sur ce qu'on a tous dit depuis le début, il faut un mouvement de société. Au Chili, c'est la société qui a forcé le président de la République à organiser ce référendum pour changer la Constitution. Alors est-ce qu'on va forcer Emmanuel Macron à convoquer, à mettre en place, comme Mitterrand l'avait fait, un comité pour réfléchir sur la Constitution, en exigeant que dans ce comité, il y ait des citoyens tirés au sort, etc. Donc, je pense que la question du 89 et du 11 dépendra de ce qui se sera fait avant par la prise en compte, par la prise en charge des citoyens de ce débat constituant. Véronique Champagne-Desplats, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais réagir parce que dans la façon dont on présentait les choses, mes collègues, sur l'article 11 et l'article 89, vous avez mis tous les deux en avant le fait que finalement cet article il dépendait du président de la République. D'accord, mais on peut peut-être changer un peu la perspective. C'est-à-dire qu'elle dépend du président de la République, mais dans les autorités qui ont l'initiative, il y a quand même les parlementaires. Les parlementaires peuvent être des forces de proposition. Et donc, s'il y avait un mouvement éventuellement à créer dans le déplacement du rapport de force, ça serait les parlementaires à l'appui des citoyens, obligeant ou contraignant politiquement le président de la République à déposer les projets qui seraient préparés. Et je pense que là, on pourrait... voilà. Alors, après, j'avais imaginé une forme de scénario alliant l'article 11 et l'article 89. Article 11, à l'initiative des parlementaires, pour finalement demander si le peuple veut bien, enfin les citoyens, les citoyennes veulent bien ou non donner un cadre à un changement de constitution, en proposant éventuellement même une méthode. On pourrait imaginer un cadre à choix multiples sur la composition de ceux qui vont réfléchir à la rédaction.
Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut imaginer. Imaginons aussi que les citoyens disent oui, eh bien, on se met au travail. Et ensuite, eh bien, ça donne un rapport de force important pour passer par l'article 89 en disant, là, il y a une proposition parlementaire au président, s'il le peut, de s'opposer. Là, il devient une force d'obstruction à une initiative qui ne viendrait pas de lui. Et je pense que ça peut être intéressant. Juste un mot, si tu permets. Juste un mot, si tu permets. Alors, pour approuver, tu as totalement raison. Et c'est comme ça que s'est fait la révision de 2000 sur le quinquennat. Le président de la République n'en voulait pas. Jacques Chirac, souvenez-vous, Jacques Chirac ne voulait pas du quinquennat, et c'est la majorité parlementaire, Lionel Jospin, quelques professeurs de droit bien placés auprès de Lionel Jospin, et avec son alliance avec Giscard pour embêter Chirac, qui finalement ont imposé au président de la République qui ne le voulait pas cette révision constitutionnelle. Donc il y a un exemple dans l'histoire récente où les parlementaires peuvent imposer au président de la République une révision de la Constitution. Je ne suis pas sûr que le quinquennat et l'inversement du calendrier électoral soit la bonne révision, mais en tous les cas, l'idée qu'on peut imposer au président est effectivement tout à fait pertinente. On avait une dernière question, et comme le temps file, je crois que vous vouliez tous les deux réagir. Si vous voulez réagir brièvement à ces points soulevés, et après on fait la dernière question. Moi, je crois quand même que, de façon très pragmatique, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, y compris sur l'usage de l'article 11 pour faire, pour construire un dispositif parallèle de discussion constitutionnelle. Ça avait été proposé dans un rapport de la Fondation Hulot en 2011, je crois me souvenir. Ce qui va mettre en route, en France, je suis désolé de vous le dire, ça sera l'élection présidentielle. Le truc qui peut mettre en route politiquement quelque chose, c'est... Moi j'en suis vraiment très déçu, hein. Je veux dire, mais c'est le moment où le président, un candidat ou une candidate, gagne sur un programme qui serait explicitement celui-là, a une majorité explicitement sur ce programme, parce que si on veut... Parce qu'à la différence du quinquennat, on a tous dit la même chose, hein. Un truc décidé par des experts dans leur coin sous la forme commission Vedel, ça marche plus, c'est pas possible, hein. Moi, je rajouterais une constituante fermée d'entrée sans débat pendant longtemps. Là aussi, c'est un petit peu ringard. Bon. Il faut mettre du débat. Donc, mettre du débat, il faut mettre de la force au début dans ce débat pour qu'il y ait l'existence. Il faut mobiliser l'État, ses moyens, des budgets, des dispositifs, enfin tout ce que vous voulez. Bon. Donc, moi, je ne vois pas comment on peut passer au-delà, sauter par-dessus l'élection présidentielle. Bon. Donc, c'est un vrai problème pour la CCIR, par exemple, qui a toujours été dans cette complication. Il faut gagner l'élection présidentielle pour qu'il y ait un président assez fort pour supprimer le président. Alors, c'était un petit peu compliqué. Bon. Mais je crois que... voilà. Et puis, deuxième petit point très rapidement, nous tous, en tant que, entre guillemets, experts, on rencontre très rapidement une limite dans les questions que vous nous posez. Parce que la réponse, elle est dans les politiques. Et nous, on n'a pas la réponse. Nous, on peut dire oui, c'est possible, on peut le faire, il nous semble que, l'histoire montre que, etc. Bon, et là, vous voyez d'ailleurs qu'on est tous à peu près d'accord quand même. Bon, mais maintenant, nous, après, c'est eux. Hein, je veux dire, bon. Donc, quand on parle du Parlement, c'est eux. Quand on parle d'élection présidentielle, c'est eux, etc. Donc là, il y a quand même... très vite, nous, on n'a plus grand-chose à dire. Hein. En tout cas, on ne peut pas dire plus que ce que nous autorise, disons, le métier d'universitaire. Alors justement, l'idée, c'est peut-être qu'ils vous écoutent aussi un peu. Donc, d'où notre dernière question. On l'a compris, vous êtes tous d'accord pour changer de constitution, donc passer à une 6e République. La question qu'on se posait, c'est est-ce que vous êtes tous d'accord sur les modalités de cette 6e République, au-delà des grands principes. Et peut-être que c'est difficile d'y répondre comme ça, donc peut-être nous dire une idée un peu forte, un peu majeure, qui constituerait pour chacun et chacune d'entre vous cette 6e République, parce que la dernière question étant celle-ci. 6e République, oui, mais laquelle? Et est-ce que vous avez tous la même 6e République dans la tête? On commence avec vous, Laureline Fontaine. Ok. Alors,
quitte à être un peu, juste au début, rabat-joie, mais en fait, moi, je n'ai pas dit que j'étais d'accord pour une 6e République ou un changement de constitution. J'ai dit que si on dit que le système d'équilibre des pouvoirs ne va pas aujourd'hui, ne correspond pas, etc., alors, si c'est ça la critique principale, alors effectivement, il faut changer de constitution. Mais est-ce qu'on dit ça? Je reste vraiment sur ma réserve. On est d'accord là-dessus ou pas? Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, l'équilibre des pouvoirs ne fonctionne pas? Ah ben, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le pouvoir exécutif capte l'essentiel des pouvoirs et que les contre-pouvoirs sont organisés de telle sorte qu'ils ne fonctionnent pas. Voilà, donc c'est extrêmement clair. Voilà. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? 6e République, laquelle? Bien. Oui. On vous demande pas tous les articles. Non. L'idée, évidemment, c'est que on ne va pas procéder ici par une énonciation des différentes possibilités. On pourrait mettre ça, etc. Ça ne va pas parce que là encore, c'est que du bricolage. Et en effet, je trouve aussi que, comme juriste, il ne m'appartient pas de dire ce que doit être cette 6e République. Ça, j'en suis bien sûre. En revanche, je peux effectivement exprimer le fait que ce qui paraît nécessaire au regard des acquis d'un système démocratique, d'un système d'état de droit, qu'il faut organiser de manière on va dire la plus efficace possible un système de pouvoir et de contre-pouvoir dont la source, la plupart du temps, sera fondée sur ce qu'on va appeler classiquement, historiquement, la souveraineté populaire. Bon. Ça me paraît assez indispensable. Maintenant, les mécanismes concrets, effectivement, je pense que c'est plutôt bien qu'il n'y ait pas un chef de l'État qui capte l'essentiel des pouvoirs, qu'il y ait un exécutif collégial et qui travaille en collaboration ou, on va dire, sous le contrôle, mais ça se discute parce qu'on va revoir les démons de la 4e, sous le contrôle d'un Parlement. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, il me semble encore une fois nécessaire de comprendre que tout mécanisme que l'on va mettre en place pourra être d'une certaine manière perverti, et ça compte beaucoup, perverti, s'il n'y a pas ce préalable, je me répète, mais de la croyance dans la nécessité que la Constitution soit un acte de référence pour l'exercice du pouvoir, aussi bien pour les citoyens que pour ceux qui exercent le pouvoir. Ensuite, bien sûr, il y aura sans doute des variations quant à la manière dont on entend certaines règles, etc. Mais il faut prendre ça en compte. Et quand on va construire des systèmes de pouvoir et de contre-pouvoir, il faut, pour le coup, là, faire appel à l'histoire, au droit comparé, pour dire, quand on fait ça, voilà ce qui a le plus de chances de se passer. Quand on fait ça, et donc c'est là où on peut intervenir. En disant, voilà, si vous voulez faire ça, ok, mais on vous prévient que là et là, voilà ce que ça a donné, voilà ce que ça a donné. C'est là où notre rôle est important. Merci. Dominique Rousseau, bon, vous avez écrit plusieurs bouquins avec plein de propositions dedans, donc pareil, vous n'allez pas toutes les récapituler, mais peut-être ce qui vous semble... voilà, là, on avait un point de méthode assez clair, et vous, quel est votre le levier principal que vous pensez important? Vous avez un peu dit tout à l'heure sur l'initiative de la loi qui devrait être pas seulement du fait des parlementaires, mais aussi du peuple lui-même. La question, si vous voulez, quand on, justement, ce que dit Laureline, qu'on fait du droit comparé, c'est que... il faut partir de cette idée qu'il y a un droit constitutionnel pratique partout, qui n'est pas le droit constitutionnel des textes, et qu'on peut résumer en 3 points. Le premier, c'est que dans tous les pays que l'on peut comparer, exerce le pouvoir le parti ou la coalition qui a gagné les élections. C'est vrai en Espagne, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai en Belgique, c'est vrai qu'encore il y a une majorité. Bon. Donc, exerce le pouvoir, première règle,
quelle que soit l'organisation, que ce soit un régime semi-présidentiel, présidentiel, parlementaire, celui qui exerce le pouvoir, c'est celui qui a gagné les élections. Deuxième règle, entre deux moments électoraux, il n'y a pas de responsabilité. La responsabilité, elle est au moment, à la fin du mandat, où les citoyens sont contents, ils réélisent, ils ne sont pas contents, ils virent. Bon. Et la troisième règle, c'est que ce qui fait la qualité démocratique d'une société, c'est le statut de l'opposition, le respect des libertés publiques et l'indépendance de la justice. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler justement le pouvoir et le contre-pouvoir. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez, on dit régime parlementaire. Moi, je suis plutôt, et depuis toujours, mais ça c'est parce que je suis né au siècle dernier, favorable au régime parlementaire, mais qui est en réalité un régime primo-ministériel. Hein, c'est-à-dire, Merkel, elle a quand même gouverné pendant 15 ans. Bon. Donc, si vous voulez, la question, si on refonde une constitution, si on fait passer le pouvoir du chef actuellement sur la tête du président, sur la tête du Premier ministre, appuyé sur sa majorité parlementaire, je ne suis pas sûr qu'on ait changé beaucoup de choses. Bon. D'où, effectivement, une de mes propositions, mais encore une fois complètement vageuse, qui est de reconnaître aux citoyens, dans cette nouvelle constitution, le principe, c'est on change de principe. C'est ça la rupture, on change de principe. C'est les citoyens qui ont l'initiative des lois. C'est plus les parlementaires. C'est les citoyens qui ont l'initiative des lois. Alors je veux bien, par compromis, dire que c'est une initiative partagée. Hein, t'es d'accord? C'est une initiative partagée, mais bon. Je serais aussi partisan qu'on inscrive dans la Constitution, je pense qu'on en avait discuté à un moment donné, d'inscrire dans la Constitution l'obligation pour les députés de réunir dans leur circonscription ce que j'ai appelé en souvenir de la Constitution de 93 des assemblées primaires de citoyens, où les députés auraient l'obligation constitutionnelle de faire discuter par les électeurs les projets, les propositions avant qu'ils soient discutés par l'Assemblée nationale et par le Sénat. On en avait à un moment donné envisagé, puis le Covid a rompu l'expérience. Donc c'est ça qui me paraît intéressant. Mais est-ce que c'est porté par la société? Est-ce que c'est ce que veulent les citoyens? Je n'en sais rien. En tous les cas, quand je rêve à une constitution, disons, utopique, idéale, c'est celle-là. Alors après, on peut supprimer l'élection populaire du chef de l'État. Oui, bon, on est quand même le seul pays, je crois, je veux dire au Brésil, pas au Brésil, au Portugal, en Autriche, en Finlande, en Roumanie, en Pologne, le président est élu par le peuple. Et c'est pas lui qui gouverne dans ces pays-là, c'est le Premier ministre. Donc il n'y a pas une connexion, comment dire, mécanique entre élection présidentielle et primauté présidentielle. Ce que je propose simplement pour m'amuser, c'est de débrancher le président de la République, c'est-à-dire de ne pas de dire dans la Constitution que le président ne préside plus le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres se tient à Matignon sous la présidence du Premier ministre. Alors cette disposition existe par exemple dans la Constitution portugaise. Hein, donc c'est pas non plus complètement... Alors, pour terminer la table ronde, Véronique Champaille-Desplats et Bastien François, à quoi rêvez-vous quand vous rêvez à la 6e République? C'est le mot de la fin pour tous les deux également. Tu préfères pas? Ouais, non, okay. Moi, à dire vrai, bon, j'ai beaucoup contribué à ce débat. Donc j'ai fait plein de propositions. Je ne les regrette pas, mais plus j'avance, plus je suis sur une position de plus en plus proche de ma voisine. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse plus trop d'être dans cette position où je ne me sens pas très bien, finalement pas très légitime. Je préférais qu'on m'interroge plutôt sur des propositions plutôt que moi. Bon. Et ce qui m'intéresse en réalité de plus en plus, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'en ai un peu marre de la 6e République, bon, parce que ce qui m'intéresse en réalité maintenant, j'ai décidé que plus jamais j'écrirai quelque chose sur la 6e République, hein, plus jamais. Mais ce qui m'intéresse, parce que voilà, on radote, mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est le dispositif de mise en débat. Ça m'intéresse énormément. C'est-à-dire comment on construit. Parce que là, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Et si je rentre dans cette logique-là,
ça n'a plus de sens, la position d'experts ancien régime du XXe siècle. On est tous nés au XXe siècle, hein, malheureusement. Où il y avait les experts qui disaient, dans une tribune du Monde, ils expliquaient comment il fallait réviser la Constitution, ce qu'il fallait faire, etc. Bon. Non, au contraire, moi je crois beaucoup à cette intelligence, enfin, c'est un peu galvaudé, mais cette intelligence collective. Je crois beaucoup que tout le monde est capable de parler de Constitution si on donne les moyens, on donne du temps, etc. Et surtout si on fait du comparatif. Moi, par exemple, si je devais rêver d'un truc procédural lié à une nouvelle Constitution, ça serait qu'il y ait une convention citoyenne sur de longue durée qui discutent de ces choses-là, avec un panel d'experts à leur disposition, qui seraient tous étrangers. Tous. Il n'y aurait pas un Français. Et là, ça obligerait à se poser... Bon, il y a un colloque, d'ailleurs, je fais un peu de pub, mais la semaine prochaine, à Paris 1, où on a invité des collègues étrangers à réécrire la Constitution française. Bon. Et voilà. Et là, il y aurait quelque chose, ça obligerait à débattre, parce qu'on est sur des choses... On est né avec ça. Les enfants, ils savent dessiner à l'école. Ils dessinent un président de la République très grand avec un drapeau bleu, blanc, rouge et tout le monde autour. À 3 ans, ils font ça. Ouais, bon, je sais pas, moi, j'ai vu de mes propres yeux. Bon. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc moi, mon rêve, ça serait plutôt ça, c'est-à-dire parce que, alors, et simplement pour finir, ça a quand même un rapport avec ce que j'appelle 6e République. C'est-à-dire, ce que j'appelle 6e République, c'est une république qui est née de ces conditions-là du débat démocratique, et c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait qu'on croit en elle, et éventuellement, c'est ça qui donne son efficace juridique. Merci de nous mettre en alerte sur les dessins de nos enfants. Véronique Chanvaille-Desplat, dernière. Comme je disais, avant on dessinait des moutons, maintenant on dessine des présidents de la République. Mais bon, alors qu'est-ce qui me fait rêver ? Moi, enfin, je suis un peu dans la même prudence méthodologique que Laureline Fontaine. Et aussi, je rejoins ce qui a été dit, c'est que je pense que le professeur de droit ou la professeure de droit du XXIe siècle ne se sent plus ce profil d'expert, un peu les figures emblématiques, les Vedel et Duverger dont on a parlé, là, qui arrivaient, qui avaient plein de solutions pour tout le monde et qui avaient les paroles d'autorité. Il y en avait même près de à Paris 10, j'en connais aussi. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de répulsif, et je crois qu'on est plus dans la co-construction ou que les solutions toutes faites. Alors, cela dit, bon, moi, ce qui me ferait rêver, en tout cas plus concrètement, c'est un rééquilibrage, évidemment, des pouvoirs avec entre le Parlement et l'exécutif, mais c'est pas juste de façon générale, c'est aussi dans les moyens. C'est-à-dire que les moyens matériels, humains pour travailler sont pas du tout les mêmes. Donc déjà, s'il y avait ça, les petits moyens de contrôle, et puis effectivement une coparticipation avec les citoyens, soit pour la proposition de loi, soit même sur des processus de contrôle des lois, des citoyens qui réinterviendraient peut-être après les décisions du Conseil constitutionnel aussi. On peut penser à ça. Et la dernière chose, mais vraiment, je ne sais pas si c'est un rêve, mais c'est quelque chose sur lequel je suis très sensible, c'est, je vais revenir, j'ai parlé des élites tout à l'heure, c'est la pluralisation des profils et des formations. Et je pense que ça, s'il y avait quelque chose qu'on pouvait, sur lequel, si je pouvais avoir un pouvoir là-dessus, eh bien, j'aimerais bien pouvoir l'exercer. Voilà. En fait, c'est ce que je fais tous les jours à l'université de Paris-Nanterre, en essayant de diversifier les formations et de parler à des publics qui viennent d'horizons très différents en termes social. Merci à tous les quatre.